Donc, sur ce, je laisse la parole à mes collègues. Oui, bonjour, merci. On est très heureux de pouvoir vous faire encore un webinaire cette semaine. Vous allez voir les présentateurs. Je me présente, François Vincent. Je vais être un des présentateurs aujourd'hui. Il y a également M. Jasmin Guénette, votre vice-président des Affaires nationales, et Marie Quesnel, chargée d'équipe et conseillère aux entreprises. Alors, nous trois, avec notre maître de cérémonie, M. Jaya Balaratnam, nous allons vous partager l'information le plus à jour possible. À l'agenda aujourd'hui, il va y avoir plusieurs choses, mais avant, je vais vous parler de notre engagement. Vous savez, on est là pour vous. On fait tout pour vous aider, vous accompagner dans ce moment indescriptible. Vous avez l'ensemble des informations qui sont mises à jour régulièrement sur notre site fti.ca/COVID-19. On vous invite vraiment à y aller. On a une foire aux questions, puis bien entendu, on a des professionnels, dont Marie, qui sont là au bout de la ligne pour répondre à vos questions au 1-888-234-2232. N'hésitez jamais à nous contacter si vous avez des questions. On est là pour vous. C'est notre engagement et c'est notre raison d'être à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Avant d'aller plus en détail dans la présentation, quelques citations. On est dans un moment où on peut voir difficilement la lumière au bout du tunnel, mais comme disait Winston Churchill, si tu traverses l'enfer, ben, continue à marcher pour y sortir. Puis peut-être que j'en mentionnerai un autre. Actuellement, il y a une série extraordinaire sur les Bulls de Chicago, une citation de Michael Jordan qui n'est pas là. Il y en a qui disaient « Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et d'autres font que ça arrive. » Ben nous, on est là pour les trois. On veut que ça arrive, on travaille que pour ça arrive, puis on veut tout faire pour vous aider à passer cette crise-là. On sait que c'est difficile, mais on va s'assurer de vous aider avec l'information qu'on vous donne, puis avec les programmes qu'on peut être capable d'aller chercher au gouvernement fédéral. Maintenant, l'agenda qu'on a devant nous aujourd'hui est la suivante. On va parler des programmes fédéraux puis des nouveautés parce que toutes les semaines, il y a des nouveautés. Surtout aussi parce que notre travail de représentation politique améliore les programmes qui sont en place. On va parler de la relance économique. C'est parti dans plusieurs parties au Canada, notamment au Québec. Puis on va répondre, une bonne partie de la présentation va être là pour répondre à vos questions. Conseil important, on vous le dit à toutes les semaines, gardez avec vous un journal de bord pour être capable de noter vos prises de décision. Ça va vous être utile actuellement, mais aussi après la crise. Vous voyez ici vos principales préoccupations. C'est un sondage qui est dû d'avril, mais les préoccupations restent similaires. Problème de liquidité, impact sur l'économie, diminution de la consommation. Nos efforts et nos recommandations viennent de la participation à vos sondages. Puis sur chacune de vos préoccupations, on travaille activement pour faire une différence pour vous. Puis maintenant, je vais passer la parole à Jasmin qui va poursuivre la présentation. Merci beaucoup, François. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Quelques mots sur la subvention salariale de 75 comme vous le savez très certainement maintenant, la subvention salariale de 75 est disponible pour les entreprises qui démontrent une baisse de revenus de 15 pour le mois de mars et de 30 pour les mois d'avril et de mai. Pour les salaires qui sont payés entre le 15 mars et le 6 juin. Vous avez ici à l'écran les montants qui peuvent être couverts par la subvention salariale. Sachez là, qu'il n'y a pas de limite au nombre d'employés là, par entreprise. Les demandes sont sur le portail de l'Agence du revenu du Canada et puis vous pouvez y accéder à partir de votre dossier d'entreprise ou le formulaire web qui est sur le site de l'ARC.
si pour être accessible, pour avoir accès à la subvention salariale, les revenus peuvent être comparés à ceux des mêmes mois de l'année dernière ou aux revenus de janvier et février de cette année. Vous pouvez utiliser la méthode de caisse ou la méthode d'exercice pour ce qui est de la comptabilité que vous utilisez. Et rappelez-vous que vous devez démontrer que vous faites tout votre possible pour payer le 25 additionnel, mais ce n'est pas une exigence pour être éligible au programme. Et donc, mes applications pour la subvention sont en ligne déjà depuis quelques temps et l'argent devrait commencer à être versé dès cette semaine. Et donc, si vous avez des questions au sujet de la subvention, vous pouvez appeler directement l'Agence du revenu du Canada au numéro 1-833-966-2099. Oui, donc maintenant, merci Jasmin pour ces informations. Maintenant, on va regarder avec vous comment déterminer l'admissibilité de vos employés et calculer là, le montant de la subvention salariale. C'est sûr que les calculs que vous allez faire vous-même sont quand même des estimations. Là. Le chiffre officiel, ça va vraiment être quand vous allez remplir le formulaire de demande. Donc, il y a 3 catégories d'employés admissibles. Donc, 3 profils, si on veut. Donc, la catégorie 1 où la subvention va être de 847 par semaine. Catégorie 2 où la subvention va être égale à 75 du salaire hebdomadaire brut de l'employé pendant la période de demande. Et la catégorie 3 où là, la subvention est égale au moins élevé des montants suivants. Donc, on voit les différents scénarios à l'écran où est-ce qu'on doit faire des comparaisons pour savoir ça va être quoi le montant. Donc, ce qui va beaucoup distinguer le montant de la subvention et dans quelle catégorie l'employé va se trouver, c'est ce que l'employé a un lien de dépendance avec l'entreprise. Donc, vous voyez là le petit graphique à l'écran, dépendamment si la réponse est oui ou non. Donc, je vais m'attarder avec vous sur un peu qu'est-ce qui est un lien de dépendance. Donc, un lien de dépendance, c'est généralement quand un membre, vraiment un membre de la famille du propriétaire et que cette personne-là, membre de la famille, n'est pas traité comme un simple employé, comme selon les mêmes conditions que d'autres employés de l'entreprise qui, eux, ne sont pas membres de la famille. Donc, je donne des ressources là, à l'écran pour vous aider à déterminer si une personne a un lien de dépendance ou non. Donc, je vais passer avec vous aussi là, quelques questions les plus courantes qu'on reçoit au niveau de la subvention salariale d'urgence du Canada. Donc, est-ce que puis-je quand même recevoir la subvention si j'ai dû mettre à pied mes employés? Donc, oui, effectivement, la subvention s'applique pour tout salaire versé, payé entre le 15 mars et la date de mise à pied. Et vous sachez aussi que vous pourriez toujours décider de les rappeler au travail ou de recommencer à les payer sans pour autant qu'ils vous offrent une prestation de travail. C'est possible dans le cadre de la subvention. Une autre chose qu'on nous demande, est-ce que la subvention salariale et la PCU peuvent être utilisées en même temps? Oui, parce que la subvention salariale, c'est l'entreprise qui la reçoit, alors que le PCU, c'est l'employé qui la reçoit. L'employé a le droit de recevoir le PCU tant qu'il correspond aux critères d'admissibilité, principalement là, de ne pas gagner plus de 1 000 $ par mois. S'il dépasse ce montant-là, ben c'est sa responsabilité à lui de rembourser la PCU. C'est pas votre responsabilité en tant qu'employeur de s'assurer qu'il la rembourse. C'est une bonne chose de lui communiquer l'information, mais c'est sa responsabilité à lui de le faire. Quelques autres questions. Est-ce que la subvention salariale couvre la rémunération des propriétaires d'entreprises qui se sont payés sous forme de dividendes? Donc, la subvention couvre vraiment les salaires, donc les salaires qui vont apparaître sur un T4 à la fin de l'année.
si c'est de cette façon-là que vous vous payez en tant que propriétaire d'entreprise, oui, votre rémunération va être couverte. Si vous versez des dividendes, ce n'est pas une rémunération admissible. Et on nous demande est-ce qu'on doit utiliser la subvention salariale de 10 et de 75 en même temps. En fait, c'est que les deux subventions vont un peu ensemble. Donc, vous devriez utiliser celle de 10 avant de demander celle de 75 Si vous n'avez pas encore profité de celle de 10 vous allez pouvoir le faire lors de votre prochain versement à l'ARC ou si vous ne le faites pas, l'ARC va considérer que vous avez payé en trop et va apporter là, dans le futur un ajustement à votre compte, probablement sous forme de crédit à votre compte. De retour à toi. Oui, merci beaucoup, Marie. Pour revenir très rapidement sur la question des dividendes, c'est évidemment un enjeu sur lequel on se penche. On travaille très fort pour que les dividendes soient, au fond, admises dans le programme de la subvention salariale. Et encore cette semaine, on a fait parvenir une lettre à tous les députés fédéraux, les invitant à considérer là, de pouvoir accorder une subvention salariale aux propriétaires d'entreprises qui se versent un salaire sous forme de dividende. Maintenant, pour ce qui est de la subvention salariale de 10 vous savez qu'elle est disponible pour les sociétés privées sous contrôle canadien qui bénéficient de la déduction accordée aux petites entreprises. Et la période d'admissibilité est un petit peu différente que pour la subvention de 75 La subvention salariale de 10 elle, couvre la période du 18 mars au 20 juin. Et donc, rappelez-vous qu'il y a une limite maximale de 1 375 $ par employé et de 25 000 $ par employeur pendant la période de 90 jours. Et vous avez à l'écran, ainsi que sur notre site web, les façons de calculer la subvention salariale qui, au fond, doit être utilisée pour vous pouvez l'utiliser pour réduire vos versements d'impôts et non pas pour réduire vos versements pour le régime de pension du Canada, le RRQ ou encore l'assurance emploi. Il y a environ une semaine et demie, le gouvernement fédéral a annoncé la mise en place du programme d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Et puis, ce programme-là accordera aux propriétaires d'immeubles des prêts subventions équivalents à 50% des loyers mensuels s'ils réduisent de 75% les loyers d'avril, mai et juin des locataires en vertu d'une entente de remise de loyer. Et cette entente de remise de loyer-là doit aussi prévoir au fond qu'aucun locataire ne pourra être expulsé durant la période visée par l'entente. Les locataires, pour être admissibles en date d'aujourd'hui, doivent démontrer une baisse de revenus de 70% pour avril, mai et juin par rapport à la même période en 2019 ou, encore une fois, pour la moyenne de janvier et février 2020. Déjà, on fait des représentations auprès du gouvernement pour changer ce critère de 70%, de le baisser considérablement pour permettre à un plus grand nombre de PME d'avoir accès à l'aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial. Pour être admissible également, le loyer ne doit pas dépasser 50 000 $ par mois et vous avez jusqu'au 31 août
2020. En fait, les propriétaires ont jusqu'au 31 août 2020 pour présenter une demande. Les propriétaires qui n'ont pas d'hypothèque peuvent participer, mais ils doivent contacter la Société canadienne d'hypothèque et de logement pour voir quelles sont les différentes options. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site de la SCHL où il y a une page là, qui comprend une série de questions-réponses au sujet du programme. Et on a mis à votre disposition sur notre site web des modèles de lettres pour aider tant les propriétaires et les locataires pour s'entendre pour faire partie du programme. Et donc, ces modèles-là sont disponibles sur le site web et je vous invite à les consulter si ce n'est pas déjà fait pour les utiliser afin de pouvoir faire partie de ce programme-là si vous respectez les critères d'admissibilité. Et encore une fois, concernant le 70 %, on est au travail pour faire baisser le seuil de ce 70 %-là pour permettre à un plus grand nombre de PME de pouvoir profiter de ce programme-là. Quelques questions au sujet de l'aide d'urgence au loyer. Est-ce que c'est une question qui revient souvent, est-ce que ça couvre aussi les taxes, l'entretien, l'assurance? Et donc, oui, ça couvre les taxes, l'entretien et l'assurance. Et en fait, ça couvre le loyer brut. Si le propriétaire n'est pas canadien, peut-il être admissible au programme? La réponse est oui. Si mon locataire est une personne liée, est-ce que je peux appliquer en tant que propriétaire? La réponse est que si vous avez déjà un bail avec cette personne liée-là, vous pouvez appliquer et le locataire sera couvert par le programme. Encore une fois, si ce locataire-là est admissible selon les critères en place en date d'aujourd'hui. Si l'immeuble vous appartient et que vous louez à vous-même un local, pour le moment, le programme ne couvre pas ce genre de situation. Et dernière question ici, j'ai plusieurs emplacements. Est-ce que le programme s'applique à chacun d'eux ou à un seul? Et donc, la réponse, c'est que chaque emplacement est admissible si le loyer du locataire, au fond, ne dépasse pas les 50 000 $. Et si un bail qui est valide pour chaque emplacement, et si la valeur ne dépasse pas les 20 millions en revenus bruts totaux. Encore une fois, ce programme-là a été annoncé il y a peu de temps. C'est pas évident parce que, bon, c'est les propriétaires qui doivent appliquer. Ce ne sont pas tous les propriétaires qui ont affirmé avoir l'intention d'appliquer. Donc, je vous invite à consulter notre site web et puis aller sur le site également de la SCHL pour consulter, au fond, les différents paramètres. Utiliser les lettres qu'on a mises à votre disposition. Ça pourrait vraiment vous être utile. Et n'hésitez pas à nous contacter là, si jamais vous avez des questions au sujet de ce programme-là. Toujours au sujet de l'aide au loyer, on a posé une question dans notre dernier sondage et on vous remercie vraiment de prendre le temps de répondre à nos sondages. Ça nous aide énormément au niveau de nos représentations gouvernementales. À chaque week-end, on fait parvenir notre sondage en français et en anglais. On a autour de 10 000 répondants, sinon plus, qui prennent le temps
de répondre à nos questions et ça nous donne beaucoup d'outils lorsqu'on fait nos rencontres, lorsqu'on a nos conversations avec les élus, avec les décideurs politiques et les autres intervenants. Et dans le dernier sondage, on demandait aux gens si l'entreprise a besoin d'aide et que le propriétaire, au fond, n'accepte pas de participer au programme d'aide au logement, l'aide au loyer commercial, pardon. Est-ce que la réduction devrait être versée directement à votre entreprise? Et évidemment, le loyer est une dépense importante. 80% des membres de la FCI ont dit qu'il faudrait trouver une façon, au fond, que cette aide-là puisse trouver le propriétaire de PME, même si le propriétaire de l'immeuble décide de ne pas participer. Donc, vos préoccupations, comme celle-ci et bien d'autres, sont au cœur de notre travail de représentation gouvernementale. Comme je le disais plus tôt, on a envoyé une lettre cette semaine avec plusieurs recommandations pour ajuster les différents programmes qui sont en place et on vous remercie de répondre à nos questions de sondage lorsqu'on vous les fait parvenir à chaque week-end maintenant depuis 8 semaines. Un petit mot sur les autres programmes fédéraux qui sont disponibles. Il y a bien sûr le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes qui est un prêt sans intérêt d'une valeur maximale de 40 000 qui peut servir à couvrir certains coûts de fonctionnement. Le prêt est sans intérêt s'il est remboursé avant le 31 décembre 2022. Et il y a 25 du prêt jusqu'à 10 000 qui peut être converti en subvention si le prêt est remboursé avant la date limite. Et rappelez-vous que ce prêt-là est pour les employeurs qui ont une masse salariale entre 20 000 et 1,5 million pour l'année 2019. C'est un programme qui est très populaire. Beaucoup d'entreprises ont fait des demandes. Ça fonctionne bien pour certaines institutions, moins bien pour d'autres. Et donc, on a une adresse courriel ici qui apparaît à l'écran, cuec@fcei.ca. Si vous avez des problèmes avec votre demande, vous pouvez nous envoyer un courriel. Nous, on prend les commentaires et on les fait parvenir aux institutions concernées, aux autorités politiques. Et tout ça dans le but d'améliorer le service à la clientèle et s'assurer que les gens qui sont admissibles puissent avoir droit à ce prêt sans intérêt-là. Et finalement, il y a la prestation canadienne d'urgence. Vous avez ici les critères d'admissibilité, mais rappelez-vous que c'est un montant de 2 000 par mois pour une période maximale de 4 mois. Et vous devez refaire chaque mois, vous démontrer de nouveau votre admissibilité à toutes les 2 semaines. Et rappelez-vous aussi qu'il est possible de gagner jusqu'à 1 000 par mois et toujours être admissible à recevoir la prestation canadienne d'urgence. Les provinces commencent à ouvrir progressivement. Il y a les plans des réouvertures sont dévoilés depuis les dernières semaines. Au Québec, depuis lundi, le commerce de détail pour les qui exclut les services personnels peuvent être ouverts si elles ont une porte qui donne à l'extérieur. Les centres commerciaux sont exclus. Et ça, on parle du Québec à l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal, la CMM. Si vous voulez savoir c'est quoi la CMM, si vous êtes inclus ou pas là-dedans, vous pouvez aller sur Google, taper Communauté métropolitaine de Montréal plus carte, puis vous allez voir la carte est assez claire, vous allez pouvoir voir si vous êtes inclus ou pas dedans.
Montréal était supposé d'ouvrir incessamment, mais ils ont repoussé au 25 mai pour des raisons de santé publique. Pour les autres indications par rapport aux autres provinces, vous les avez ici. Puis encore une fois, vous avez l'information sur notre site web. Pour les autres provinces, c'est quelque chose de très intéressant qui est fait, c'est-à-dire le ramassage en bordure de rue. C'est une demande qu'on fait pour aider les commerçants indépendants d'ici, essentiels ou non, de pouvoir faire des affaires, voir leur clientèle. On travaille très fort là-dessus. Je peux vous le dire, j'en ai parlé 2 fois cette semaine avec le ministre de l'Économie. Lundi, vendredi, on a acheminé la semaine passée une lettre là-dessus. On a sorti fort dans les médias sur cette question-là. On peut comprendre la réalité de la santé publique, mais on est persuadé que les commerces indépendants peuvent faire partie de la solution, peuvent aider au fait qu'il va y avoir moins de files dans les stationnements des Walmart, puis que les gens puissent aller chercher une boîte à l'extérieur du commerce. Juste ça assure le fait qu'on diminue le nombre de personnes qui touchent à un bien qui est vendu. Puis pour vous, ben, ça peut vous permettre d'aller chercher des ventes nécessaires pour être capable de passer à travers cette crise-là. Donc, je peux vous confirmer là, qu'on est vraiment très actif pour trouver des solutions innovantes qui vont vous permettre de pouvoir voir un peu de lumière au bout du tunnel. On est vraiment là pour vous. Donc, alors que plusieurs d'entre vous s'apprêtaient à réouvrir ou ont peut-être déjà réouvert, c'est sûr qu'il y a quand même certaines préoccupations qui demeurent de votre part pour assurer une réouverture en toute sécurité, donc notamment la sécurité de vos employés et des clients. On sait que c'est une grande préoccupation, notamment au niveau des équipements de protection individuelle comme les panneaux aux caisses ou au comptoir, des gants, des masques, au niveau des produits désinfectants. De vous assurer d'avoir les bonnes procédures, les bonnes politiques en place pour comment désinfecter les lieux et les équipements. C'est toutes des préoccupations pour lesquelles vous nous appelez beaucoup et qu'on est conscient. On est conscient qu'il peut y avoir certaines problématiques d'approvisionnement. Vous allez voir un peu qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là dans la prochaine diapositive. Il y a des préoccupations aussi au niveau des directives et des exigences gouvernementales, de vous assurer d'avoir les bonnes affiches en place, d'avoir les bonnes politiques, les bons modèles de documents pour vous préparer à la réouverture. Il y a différents documents et des ressources qui peuvent vous être utiles, comme des lettres de rappel au travail, politiques sur les congés de maladie, des plans pour votre réouverture. Rendez-vous là, sur notre site, le osci.ca, dans notre section sur le COVID-19. Vous allez voir qu'on a déjà plusieurs modèles de documents utiles et allez jeter un coup d'œil de temps en temps. On en rajoute au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles exigences, au fur et à mesure que des membres nous interpellent pour des modèles aussi. Donc, on prend ça en considération et on s'assure de vous aider à être prêt. Au niveau de réembaucher les employés, il y a certaines préoccupations par rapport à des employés qui ne veulent pas revenir au travail parce que soit ils ont peur d'attraper la COVID-19 ou parce que ils préfèrent recevoir le PTU. Des fois, c'est des employés qui ne peuvent pas revenir au travail non plus à cause de problèmes de garde des enfants. Donc, c'est toutes des préoccupations aussi sur lesquelles on travaille pour vous donner des réponses, vous donner des solutions, vous donner des trucs pour être capable de faire face à tout ça et d'accommoder là, les employés si possible, tout en ayant les ressources nécessaires pour faire fonctionner votre entreprise. Donc, au niveau des équipements de protection individuelle, donc,
on essaie de vous donner de l'information la plus à jour possible vers les ressources gouvernementales en matière d'équipement de protection individuelle. Chaque province annonce différentes choses et on devrait avoir un petit peu plus d'informations sous peu. Donc, encore une fois, surveillez notre site web pour avoir des liens là, vers des ressources gouvernementales. Donc, le 8 mai, donc aujourd'hui, on lance le groupe Facebook « Équiper les PME contre la COVID-19 » pour mettre en contact des acheteurs et des vendeurs d'équipements de protection individuelle. C'est une question qui me revenait souvent quand je parle avec vous, les membres, c'est-à-dire on veut mettre des choses en place, mais on ne trouve pas de fournisseurs. Pouvez-vous nous aider? Donc, c'est ce qu'on tente de faire avec le groupe Facebook. Donc, si vous êtes un fournisseur, vous allez devoir vous joindre au groupe pour pouvoir ajouter vos produits et vos coordonnées. Si vous êtes un acheteur, vous allez simplement avoir à consulter le groupe, aller naviguer sur le groupe pour consulter les offres. Et on va faire la promotion de ce groupe Facebook via notre infolette et nos pages de médias sociaux pour s'assurer qu'il y ait le plus d'entreprises membres possible qui participent à ce groupe. Et bien entendu, on continue d'interpeller les gouvernements et de leur demander de fournir des ressources sur les moyens de se procurer les EPI, particulièrement aussi quand ils sont obligatoires pour la réouverture. Donc, des ressources utiles pour votre province, pour vous préparer à la réouverture. Chaque province est différente, donc chaque province a un plan de réouverture différent, mais fixe aussi des exigences différentes. Donc, voilà, quelques petits outils qu'on pense qui pourraient vous être utiles. Donc, dans votre politique de santé et sécurité, créez une nouvelle section sur la COVID-19. Donc, au niveau des nouvelles mesures sanitaires, nouveaux protocoles de santé et sécurité que vous avez implantés, par exemple, le lavage des mains, l'inspection des travailleurs avant le corps de travail, renforcer l'utilisation des équipements de protection individuelle, réorganiser vos corps de travail aussi. Fait créer une politique sur le plan de fonctionnement en période de COVID-19. On va vous fournir un modèle à personnaliser. Je crois qu'il manquait quelques touches finales, mais il va vous être partagé sous peu. Donc, ça vous donne de l'information sur comment vous préparer et comment préparer vos employés à la réouverture et s'assurer que toutes les consignes soient connues des employés. Si ce n'est pas déjà fait, créer une politique sur les congés de maladie ou l'activité au travail. C'est quelque chose qui est très pertinent d'avoir, pas juste en temps de pandémie, mais qui peut des fois être la bonne occasion là, de la mettre en place. Et une affiche pour accueillir vos nouveaux clients que vous voyez juste ici à cette diapositive qui mentionne vos nouvelles heures d'ouverture, si ce n'est pas les mêmes qu'à l'habitude, la possibilité de commander en ligne ou par téléphone, qui mentionne aussi les mesures que vous avez mis en place dans votre entreprise pour assurer la santé et la sécurité de tous. Cette affiche-là va bientôt être disponible pour téléchargement pour que vous puissiez l'imprimer et la mettre devant votre commerce. Maintenant, on va regarder un peu plus en détail comment ça fonctionne, comment gérer, comment réembaucher vos employés. Donc, si vous devez rappeler des employés que vous avez mis à pied, on vous invite, là, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que vous avez du travail de nouveau. On vous invite à leur communiquer leur appel au travail via une lettre par écrit. Ça laisse des traces, ça démontre que vous aviez réellement besoin d'eux et vos attentes aussi par rapport au retour au travail. On va mettre disponible sous peu un modèle de lettre. Si vous avez des employés qui refusent de revenir au travail pour toutes sortes de raisons, la première chose, c'est vraiment de maintenir la communication. Demandez-leur pourquoi ils peuvent pas revenir au travail. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des craintes concernant la santé et la sécurité au travail? À ce moment-là, mais vous, en tant qu'employeur, c'est votre devoir d'assurer la santé et la sécurité de vos employés. Donc, c'est votre devoir aussi de les rassurer et d'atténuer leurs craintes. Donc, vous pouvez leur communiquer tout ce que vous avez fait pour mettre
toutes les nouvelles mesures que vous avez prises pour assurer leur santé et leur sécurité, demander s'ils ont des suggestions aussi pour améliorer le milieu de travail. Si un employé est malade, s'il doit s'absenter pour des obligations familiales, prendre soin d'un membre malade, prendre soin des enfants, est-ce que c'est possible qu'ils utilisent un congé? Il faut pas oublier non plus les normes de travail de votre province. Si je prends l'exemple du Québec, tous les employés ont droit à 10 jours d'absence par année pour des obligations familiales, dont la garde d'un enfant. Donc, c'est toutes des choses à ne pas négliger. Et s'il ne donne pas de nouvelles, s'il semble abandonner le travail, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un employé qui a l'habitude de ne pas répondre à vos communications? Donc, c'est vraiment l'option qu'on ne souhaite pas. On souhaite que vos employés répondent présents, mais il y a certaines considérations aussi là, si jamais l'employé ne donne plus de nouvelles. Si jamais ça vous arrive, à ce moment-là, consultez un conseiller aux entreprises pour voir qu'est-ce qui est possible de faire dans votre situation précise ou éventuellement même un avocat en droit du travail. Donc, obtenez des preuves de vos démarches au niveau de la diligence raisonnable, d'être capable de prouver les démarches que vous avez faites auprès de vos employés, que vous aviez un rappel au travail, que vous avez peut-être essayé de trouver des mesures d'accommodement avec vos employés pour leur permettre un retour au travail, soit complet, soit à temps partiel. Donc, obtenez des preuves et conservez-les. Et comme je disais, il faut respecter les normes du travail et d'autres lois, notamment au niveau de la santé et sécurité du travail dans votre province. Si la loi n'est pas claire, éventuellement, ça serait une bonne idée de consulter un avocat pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire. Merci. C'est moi qui reprends la parole maintenant. On veut vous remercier pour votre membership. Le webinaire, c'est exclusif aux membres. Puis actuellement, il y a 197 personnes en ligne. Donc, 197 fois merci. 197 000 fois merci, votre membership. C'est vraiment une différence et nous permet justement de faire des représentations politiques, d'avoir un poids et de pouvoir justement orienter les gouvernements pour prendre des décisions qui vont vous aider dans cette situation difficile. Puis quand on va être sorti de là, comment justement prendre des décisions qui vont vous aider l'économie, aider les petites entreprises du Québec et du Canada. On sait que vous êtes dans une situation particulière. Si vous êtes en mesure de si vous êtes en situation précaire financièrement, on est très, très, très compréhensif. Vous pouvez parler à votre gérant de division à propos de ça. Maintenant, si on pouvait vous demander quelque chose, c'est si vous pouvez partager à vos amis entrepreneurs la différence d'être membre de la FCEI. On a actuellement la possibilité de faire une adhésion découverte, ce qui va leur permettre d'avoir accès à la ligne dédiée de Marie, des personnes, des professionnels, pour justement vous aider dans les nouvelles, dans ce nouveau dédale de programme, mais aussi dans votre quotidien, de pouvoir répondre et d'influencer nos sondages, d'avoir un poids au niveau des décisions politiques, d'avoir accès à nos programmes d'économie. Plus on est de membres, plus on a de poids auprès des gouvernements. Donc, si vous voulez nous référer la FCMI à des amis entrepreneurs, ça pourrait faire une grande différence pour notre organisation et pour nous tous qui y sont présents et tous les membres des petites entreprises qui dynamisent cette belle organisation qui aura bientôt 50 ans. Maintenant, je tiens à vous redire que nous sommes là pour vous, on fait tout pour vous. Vous inviter à aller sur notre site si vous avez des questions à nous contacter. N'hésitez pas, on est vraiment là pour vous. Puis on est disponible aussi sur les médias sociaux, donc on essaie d'être partout pour faire valoir votre voix, pour changer les choses positivement pour vous. Maintenant, on va
passer à la période des questions. Alors, je redonne la parole au maître de cérémonie. Merci. Merci beaucoup, François. Merci, Jasmin et Marie. Donc, nous avons effectivement beaucoup de questions. On va, sans plus tarder, les attaquer. On va commencer par une question qui revient souvent sur la subvention salariale d'urgence. Ici, ce sont des questions posées par Myriam, Alain et Michel. Donc, j'y vais. Quand devrons-nous faire parvenir notre demande pour la subvention salariale pour le mois d'avril si je me paye un salaire avec un T4 une fois par année en février? Qu'est-ce que ça implique pour la subvention de 75%? Donc, ça, c'est des questions qui ont été posées par Myriam et Alain et également Michel. Je peux commencer à répondre à ça. Quand devrons-nous faire parvenir notre demande pour la subvention salariale pour le mois d'avril? J'imagine qu'elle fait référence à la période du 12 avril au 9 mai. Selon moi, ça va être possible de le faire là, dès la semaine prochaine, étant donné que la période va être terminée. Vous allez avoir tous les chiffres en main pour le faire. Ensuite, pour ce qui est de savoir si se paye un salaire une fois par année en février, c'est une excellente question parce que la subvention couvre les salaires versés pendant la période. Donc, s'il n'y a pas de salaire versé, s'il n'y a pas de paye faite en tant que telle, il n'y a pas de subvention possible en principe. Il faudrait peut-être vérifier avec vos experts comptables, savoir est-ce que vous êtes obligé de continuer à vous payer une fois par année ou si cette année, vous pourriez vous faire des payes pendant la période. Mais ça serait vraiment à vérifier avec des experts comptables pour s'assurer qu'on n'est pas en train de détourner là, ou de faire un abus là, du programme. Si je peux me permettre un commentaire, comme à chaque jour, autour de 11h15, c'est la conférence de presse du premier ministre Trudeau. Et ce matin, lors de la conférence de presse, il a annoncé que le programme de subvention salariale de 75% sera prolongé au-delà du mois de juin. Et donc, il y aura plus de détails qui seront annoncés à ce sujet-là prochainement. Mais donc, ce matin, il a été annoncé par le premier ministre lui-même que le programme de subvention salariale va se poursuivre au-delà de la date limite initialement fixée pour le début du mois de juin. Et donc, c'est somme toute une très bonne nouvelle. Et c'est une des demandes qu'on fait depuis déjà un certain temps à la FCI, c'est de prolonger le programme de subvention salariale au-delà du mois de juin. Et donc, ça a été annoncé ce matin par le premier ministre lui-même. Super, merci beaucoup pour cette information en temps réel et merci Marie. Nous allons continuer avec des questions qui reviennent aussi souvent au sujet de la subvention de maximum 40 000 $ du fédéral, le prêt subvention. Donc, voici les questions de François, Benoît et Diane. Est-ce que le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes est disponible à plusieurs entreprises d'un même groupe d'entreprises? Et qu'arrive-t-il si j'engage des travailleurs autonomes en matière de critères de salaire? Pour ce qui est des travailleurs autonomes, ça ne compte pas dans la masse salariale. La masse salariale de laquelle vous pouvez tenir compte, c'est vraiment tous les salaires pour lesquels vous versez un T4. Donc, quand on fait la demande, on vous demande d'indiquer le montant qui apparaît à une certaine case de votre T4 sommaire de l'entreprise. Donc, c'est vraiment à ça qu'il faut se référer. Au niveau des entreprises, des différentes entreprises d'un même groupe d'entreprises, ça, je ne sais pas si Jasmin, tu as la réponse. Moi, de mon côté, je ne sais pas une information que j'ai.
Je suis pas en mesure de répondre à cette question-là précisément. Donc, je suggère qu'on garde la question et puis qu'on puisse envoyer aux membres qui ont posé la question la réponse précise le plus rapidement possible. Excellent, merci beaucoup. Continuons donc ici une question du niveau provincial de Nancy sur la CNESST. Donc, Nancy dit, j'aimerais savoir quels sont les recours pour l'employeur qui a mis toutes les mesures de protection en place et qu'un employé refuse de revenir travailler car il a trop peur d'être contaminé. De plus, l'employeur a reçu une confirmation de la CNESST comme quoi il est conforme au niveau sanitaire. Donc, de ce que je comprends de ça, c'est que le travailleur a déjà exercé son droit de refus selon la loi sur la santé et la sécurité du travail, qu'un inspecteur s'est présenté sur les lieux et a confirmé que le milieu de travail était sécuritaire. Si c'est bien le cas, à ce moment-là, normalement, le travailleur devrait se présenter au travail, étant donné que le milieu de travail a été jugé sécuritaire. S'il refuse toujours de se présenter, à ce moment-là, il pourrait y avoir des mesures disciplinaires qui seraient prises. Avant d'en arriver là, on recommande toujours, bien entendu, la communication. Regardez avec votre employé pourquoi il maintient son refus. Est-ce que c'est son déplacement au travail qui lui cause une crainte? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Mais si jamais il n'y a vraiment aucune communication, aucune entente possible, il pourrait y avoir des mesures disciplinaires une fois qu'on est allé au bout de la procédure là, de droit de refus. Merci beaucoup pour cette réponse claire, Marie. Poursuivons avec une question de Chantal sur les DAS, déduction aux sources. C'est une question qui revient également souvent. Pour le 10% dans les notes du gouvernement fédéral, ils disent que l'on peut déduire les versements sur les retenues à la source pour les impôts fédéral et provincial. Est-ce que je déduis aussi au provincial? Non. Non, en fait, au niveau de la subvention salariale de 10 ce qu'on nous dit, c'est qu'au lieu de faire une demande au gouvernement pour qu'on nous rembourse ce 10 %-là, on le calcule nous-mêmes et on le réduit, on le déduit de ce qu'on aurait versé au niveau de l'impôt sur le revenu fédéral de nos employés. Au niveau provincial, ben ça, au Québec, on remet ça à Revenu Québec. Donc, on n'y touche pas du tout. Et même chose au niveau des déductions à la source. Le gouvernement fédéral a annoncé que si vous versiez du salaire à un employé qui ne travaille pas du tout pendant une semaine, donc que vous payez à être en congé, ils allaient subventionner les cotisations de l'employeur à l'assurance-emploi, au RRQ et au RQAP. Et une petite précision aussi qu'on n'avait pas mentionné dans le webinaire, Revenu Québec a annoncé qu'ils allaient faire un crédit de FSS à ces mêmes entreprises. Donc, pour l'instant, on ne déduit pas les DAS au provincial, mais le RRQ et le RQAP vont pouvoir nous être subventionnés. Excellent, merci beaucoup. Poursuivons maintenant sur l'autre programme qui suscite beaucoup de questions, le programme des subventions au loyer. Je prends ici, par exemple, les questions de Ami et Véronique, mais qui sont quand même représentatifs d'autres questionnements. Donc, pour le programme, est-ce que l'entreprise peut faire une demande seulement pour un mois ou elle doit être admissible durant les 3 mois consécutifs? Je loue un local à un locataire qui a une petite entreprise qui est fermée par rapport à la COVID-19. Est-ce que c'est lui qui doit faire la demande ou c'est moi? Si je peux me permettre, ici, là, donc, toutes les demandes pour l'aide au loyer en date d'aujourd'hui doivent être faites par les propriétaires. Et donc, c'est bien important
Et cette demande-là est faite par le propriétaire. Il y a une lettre d'entente qui doit être signée entre le locataire et le propriétaire. Évidemment, pour les locataires qui sont éligibles, dont la baisse de revenus est de 70 et dont le loyer est moins de 50 000. Donc, c'est toujours le propriétaire qui doit faire la demande si le fonds convient de baisser de 75 le loyer du locataire. Et pour ce qui est de la période de demande, ma compréhension, c'est qu'on peut utiliser pour un mois seulement, mais peut-être, Marie, je me tourne vers toi. Peut-être as-tu une information qui dit le contraire, mais ma compréhension, c'est qu'on peut appliquer là, pour un mois seulement. C'est ça qui est représentatif de la situation des parties concernées. C'est la mienne aussi, surtout si on fait le parallèle avec les autres programmes qui ont été annoncés jusqu'à maintenant. Il y a aucun autre programme pour lequel on devait être admissible pour la durée complète pour laquelle c'était offert. Et aussi quand le programme prévoit, dans le fond, qu'il doit y avoir une clause mentionnant qu'il n'y aura pas de possibilité d'éviction pour la durée de l'entente. Ça me laisse croire que la durée de l'entente peut être différente de 3 mois. Donc, je serais très surprise que ce soit obligatoire d'être admissible pour les 3 mois. Excellent. Merci beaucoup à vous deux. Poursuivons maintenant avec une question de Alain qui revient encore une fois souvent sous différentes formes. C'est sur la PCU. Nous sommes 2 employés et actionnaires. Nous ne sommes pas versés de salaire depuis le 15 mars et nous recevons la PCU. Est-ce que je peux demander la subvention salariale de 75 % et nous verser un salaire de moins de 1 000 $ par mois de façon rétroactive? Oui, vous pourriez, parce que, comme on expliquait, la subvention salariale, c'est l'entreprise, donc l'entité qui la reçoit. La prestation canadienne d'urgence, c'est le citoyen qui la reçoit. Donc, tant que le citoyen là, correspond aux critères pour recevoir la PCU, il va avoir le droit de la recevoir. L'entreprise va avoir le droit de subventionner ce salaire-là sous réserve de ses critères d'admissibilité. Donc, oui, ça serait possible. Excellent, merci beaucoup. Il nous reste moins de 5 minutes, donc on va continuer avec ici une question, encore une fois, reçue de Sabine et Ami sur le PCU. Donc, ils disent, un de mes employés à temps partiel est sur le PCU depuis le 22 mars. J'aimerais savoir si je peux la faire travailler une journée par semaine, donc moins qu'avant. Elle toucherait moins de 1 000 $ par mois. Est-ce que dans ce cas-là, elle continuerait à recevoir la prestation canadienne d'urgence? Oui, tant qu'elle a un salaire de moins de 1 000 $ par mois, elle va pouvoir continuer de recevoir la prestation canadienne d'urgence. Super, merci beaucoup. Ici, on entame encore sur le niveau fédéral, subvention salariale d'urgence du Canada, une question d'Annie. Elle dit, s'il vous plaît, expliquez comment s'applique le critère de 14 jours consécutifs sans rémunération pour appliquer le programme. Les dates de période limitent l'accessibilité à cette mesure, en tout cas, surtout pour la première période. Oui. Donc, en fait, il faut, pour pouvoir subventionner le salaire d'un employé, cet employé-là ne doit pas avoir été 14 jours consécutifs sans rémunération pour que l'entreprise puisse subventionner le salaire. On parle vraiment de 14 jours consécutifs à l'intérieur d'une même période. Donc, à chaque fois qu'on commence une nouvelle période, comme le 9 mai, on va commencer une nouvelle période, mais on recommence le compteur des 14 jours consécutifs. Donc, j'ai essayé d'aller ouvrir un calendrier là, au niveau des dates que Annie nous a données. Donc,
C'est sûr qu'un employé, si sa dernière journée était le 25 mars, ben, en principe, pour la période du 15 mars au 11 avril, il serait correct. Non, on ne pourrait pas subventionner le salaire, en fait, parce que du 25 mars au 11 avril, ça nous fait plus que 14 jours. Par contre, l'entreprise aurait toujours la possibilité de verser du salaire pour un employé qui n'a pas travaillé pour éviter les 14 jours consécutifs sans salaire. C'est toujours une possibilité, là. Excellent, merci beaucoup. On va continuer encore sur le même sujet parce que ça semble être un programme qui n'est pas très évident à comprendre. Brigitte et Jeannot demandent si nous n'avons pas adhéré au programme de la subvention salariale de 10%, allons-nous directement demander celle de 75%? Et est-ce qu'on a droit à la subvention temporaire de 10% plus celle de 75%? Est-ce que ça se cumule? Oui. Donc, vous avez droit aux deux, mais ça ne se cumule pas. Dans le sens que vous avez droit à celle de 10% et à celle de 75% sous réserve de leurs critères d'admissibilité respectifs. Là. Mais si on prend pour acquis que vous êtes admissible aux deux, vous avez le droit de profiter des deux, mais pour un total combiné de 75%. Donc, si vous profitez de celle de 10%, admettons que celle de 10% représente 500 $ pour votre entreprise, bien, on va réduire de 500 $ ce qu'on vous aurait donné dans le cadre de la subvention de 75% parce que vous l'avez déjà eu. Le grand avantage de profiter des deux, c'est que pour celle de 10%, vous gardez l'argent dans vos poches, donc vous n'avez pas à donner de l'argent au gouvernement et attendre qu'on vous rembourse. Et après ça, celle de 75%, vous est remboursée plus tard et vous recevez l'argent. Excellent, merci beaucoup. Ceci met fin à notre période de questions. Je vais laisser la parole à mes collègues pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Gopinath. Merci également à Marie. Merci à François pour votre excellent travail. J'espère que, encore une fois, on a pu vous fournir de l'information utile et j'espère qu'on a pu répondre à plusieurs de vos questions. Merci d'avoir été avec nous encore une fois. Puis, je vous rappelle que vous allez recevoir un courriel avec le webinaire, l'enregistrement du webinaire. Vous allez également avoir différents liens, dont un lien vers la foire aux questions qui est accessible sur notre site web et également un formulaire web pour poser vos questions. Si jamais celle que vous vouliez nous poser n'a pu être répondue aujourd'hui. Comme vous le savez, les choses bougent rapidement. Donc, l'exemple est l'annonce de ce matin où le premier ministre a annoncé le prolongement du programme de la subvention salariale. Donc, on garde notre site à jour le plus possible là, au fil des annonces qui sont faites. Mais évidemment, des fois, il y a tellement d'annonces que l'information n'est pas toujours disponible, mais c'est quand même une source d'information très importante. Alors, je vous invite à visiter notre site web. Je vous invite à continuer à appeler nos conseillers et à partager vos questions et vos commentaires sur la situation qui vous touche. Dans la présentation que vous allez recevoir par courriel, il y a également plusieurs diapositives en annexe qui donnent de l'information sur différents programmes. Je vous rappelle qu'on est là pour vous et puis je vous souhaite bon courage pour la suite des choses. Encore une fois, n'hésitez pas à nous appeler, à consulter notre site web. On a beaucoup d'informations très pertinentes pour vous. Et puis, sur ça, encore une fois, merci d'avoir été avec nous ce matin. Bon courage pour la suite des choses.
Merci beaucoup et puis passez un bon week-end.